Mes chers amis, bien bonjour. Membre des Argonautes, chasseresse de la mythologie grecque, Atalante est l'une des figures de la mythologie que l'on connaît le moins comparée à d'autres héros justement de la mythologie grecque. Je vous propose justement de découvrir ce personnage peu mis en avant malheureusement dans la culture populaire, mais dont le mythe, si on peut dire ainsi, dont le mythe prend essence dans plusieurs origines, mais aussi Atalante incarne également une image très peu conventionnelle de la femme dans la mythologie grecque, ou du moins dans la société grecque que nous connaissons. Le mythe d'Atalante trouve ses origines dans la mythologie arcadienne, mais également dans d'autres mythologies béotiennes, mais également thébaines. En effet, pour les Arcadiens, Atalante est née à Skoïnous, en Arcadie. Elle est considérée comme étant la fille de Ménéal ou encore d'Iasion, et selon les versions, vous allez trouver Iassos ou encore Iasios, encore une fois, selon les versions que vous allez consulter. Dans les métamorphoses d'Ovide, donc on n'est même plus chez les Grecs, on est chez les Romains, pour une fois, qui reprend un peu la version thébaine du mythe, mais justement en la complétant peut-être un peu. Atalante est la fille du roi de Skyros, Coénée. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la version, le résultat reste un petit peu le même. Le roi voulant un fils, décide tout simplement de se débarrasser du bébé en l'abandonnant en forêt. Alors encore une fois, selon les versions, vous allez trouver plusieurs forêts, soit la forêt du mont Pélion, soit la forêt du mont Parthénios. Quoi qu'il en soit, une ours passait par là, animal favori d'Artémis, et c'est justement parfois à Artémis qu'on associe également à Atalante, puisqu'on en fait une seconde Artémis dans certaines circonstances, la recueille et la nourrit comme si c'était un de ses petits. Peu après, l'enfant est trouvé par des chasseurs, ces derniers lui donnent le nom d'Atalante et ils décident de lui faire partager leur mode de vie extrêmement rude et de lui apprendre la chasse et d'autres choses. Une fois adulte, Atalante se révèle être une excellente chasseresse. Elle se révèle une très grande lutteuse et elle développe des aptitudes à la course. Ses qualités lui permettent de défier Pélée au moment des jeux organisés en l'honneur des funérailles de Pélias. Au moment de la chasse du sanglier de Calydon, donc il y a plusieurs, pour vous situer, il y a plusieurs épisodes où on va retrouver la présence d'Atalante, et justement l'épisode du sanglier de Calydon en fait partie. On la retrouve également à ce moment-là. Alors il existe plusieurs versions de la finalité de cet épisode. Dans une version, c'est Atalante gagne le premier prix de la chasse, au grand regret de certains jeunes hommes qui sont très jaloux. Et dans une autre version, Atalante réussit à toucher l'animal à la tête, puis il est achevé par Méléacre. Amoureux d'Atalante, il offre la dépouille à la chasseresse, c'est-à-dire la peau, la tête, etc. Ce geste déplaît fortement au fils de Thestios, et cet événement justement va aboutir à une guerre, et l'issue fatale en fait de cette guerre, c'est que Méléacre va tuer son frère, et la mère de ce dernier va tuer l'assassin de son fils, donc ce qui fait que les trois qu'il en soit, les deux frères en fait sont morts clairement. Dans un autre épisode auquel on n'associerait pas forcément Atalante, on la retrouve également dans l'épisode de la quête de la toison d'or de Jason, c'est-à-dire l'aventure des Argonautes. Elle fait partie des héros qui participent à la quête de Jason pour la toison d'or, donc de l'expédition des Argonautes. L'un des épisodes les plus connus justement, encore une fois, par rapport à Atalante, parce que s'il y a plusieurs en fait épisodes qu'on l'on associe, donc là je vous les donne, mais sachez qu'on la retrouve à plusieurs moments, mais il n'y a pas forcément un mythe en fait où on la retrouve entièrement, ou du moins dans ces moments-là. C'est lors d'une chasse où elle blesse mortellement deux centaures. Encore une fois, vous allez retrouver plusieurs versions pour les noms, donc plusieurs centaures. Alors dans une version, le premier va s'appeler Léos, ou dans une autre version, Ilaeos, ou encore dans une autre version, Ilaeos. Donc je vous donne les noms du premier centaure, et c'est pareil pour le second, mais avec des noms beaucoup moins compliqués, puisque le second va se nommer Roekos ou encore Roikos. Donc vous avez les noms en fait, ou les déclinaisons des noms des centaures qui agresseront physiquement Atalante. Vous avez toutes les versions qui existent, mais sachez que c'est le même épisode en fait. Donc elle va réussir, alors dans certains cas, soit à les blesser mortellement, soit à les tuer. Tout va dépendre de là en fait où vous allez consulter vos sources. Farouche et toujours vierge, Atalante ne manque pas de prétendants. Toutefois, même si on l'associe à Artémis par rapport justement au côté virginal et chasseresse, la question du mariage vient quand même à se poser, puisque son père la reconnaît entre temps, son père biologique la reconnaît entre temps, et du coup comme c'est une princesse, il faut trouver un mari pour cette princesse. Atalante
consulte alors un oracle qui lui fait comprendre qu'elle ne pourra pas échapper au mariage malgré son souhait. Dans ce cas, et avec l'accord de son père biologique, Atalante prendra seulement pour époux celui qui réussira à la battre à la course. Beaucoup vont essayer, beaucoup vont y perdre la vie puisque les perdants finissent exécutés. Un jour, un jeune homme nommé Hippomène, et encore une fois vous allez retrouver plusieurs noms pour ce personnage-là, vous allez retrouver le nom de Mélanion, de Méilanion ou encore de Milanion. On va rester sur Hippomène, pour pas se planter, on va rester sur ça. Et fou amoureux d'Atalante. Alors dans certaines versions vous allez retrouver pour Hippomène le fait que c'est le cousin d'Atalante et pour d'autres c'est un jeune homme lambda. Vous allez retrouver toutes les versions possibles et inimaginables à ce niveau-là. Avec l'aide d'Aphrodite et de quelque chose qu'on a déjà croisé avec Aphrodite, c'est-à-dire les pommes d'or, ces fameuses pommes, comme on disait, pommes de la discorde pour le cas de Paris, mais là c'est encore autre chose, avec les fameuses pommes d'or que cette dernière va confier à Hippomène afin de conquérir ou du moins d'essayer d'attirer l'attention d'Atalante. Au moment de la course, puisqu'Hippomène veut épouser Atalante, puisqu'il en est amoureux, il relève le défi justement de la battre à la course. Ce dernier est muni des 3 pommes d'or d'Aphrodite et durant la course, le jeune homme les laisse tomber comme ça par terre et la jeune fille ne put s'empêcher de s'arrêter pour les admirer parce qu'elle est intriguée, parce qu'elle ne voit pas ce que ces pommes font là. Et malheureusement, cette erreur, ou du moins cette distraction, va faire que Atalante va perdre la course et du coup, Hippomène, bien qu'il ait été aidé par la déesse Aphrodite, réussit à épouser celle qu'il aime justement suite à sa victoire. Alors dans une autre version justement de cet épisode où il est amoureux d'Atalante, c'est qu'à force de lui faire des déclarations enflammées qu'elle finit par céder. Mais toujours est-il que c'est plus l'épisode de la course qui va être le plus gardé la plupart du temps. Malgré tout, le jeune homme nous montre quelque peu ingrat envers la déesse de l'amour qui ne tarde pas à lui faire payer. Rappelez-vous qu'Aphrodite, quand on la contrarie, au même titre que beaucoup d'autres divinités, elle le fait clairement savoir. En effet, selon certaines versions, parce que comme d'habitude on ne fait jamais rien de simple dans la mythologie grecque, la vengeance d'Aphrodite va prendre plusieurs formes, ou du moins il va exister plusieurs variantes pour un même épisode. Dans une version, les jeunes mariés voulant avoir un peu d'intimité au cours d'une chasse, décident de s'introduire dans un bois et dans certains cas dans un sanctuaire consacré à Cybèle. Alors, dans un certain cas vous allez trouver Cybèle, dans un autre vous allez trouver Zeus, dans un autre cas vous allez trouver Déméter. Le résultat va être un petit peu le même à la fin puisque la divinité ne voit pas d'un très bon œil les ébats amoureux du jeune couple et ça lui déplaît très fortement, décide tout simplement de se venger et de les métamorphoser en félin, en lion et en lionne. Et dans le cas de Déméter et de Cybèle, ces deux-là vont tirer justement le char qui est attribué à ces deux divinités-là. Donc on voit que quelque part la vengeance d'Aphrodite a eu des conséquences pas forcément très réjouissantes. Dans une autre version qui existe encore, ou du moins dans un épisode tardif qu'on va attribuer à Pline l'Ancien, justement par rapport à l'épisode où ils sont transformés en félins, Pline l'Ancien va plus loin en disant que tout simplement, vu que ces deux-là sont transformés en félins, ils ne s'accouplent plus l'un avec l'autre, mais avec d'autres félins, à savoir des léopards. Donc c'est anecdotique cet épisode avec Pline l'Ancien, mais si vous le retrouvez, ne soyez pas surpris en fait. Dans la seconde version justement où ils sont punis par une divinité, le jeune couple se retrouve nez à nez dans une grotte avec 2 lions et ces derniers ne vont pas se gêner pour les mettre en pièces. Du moins c'est un couple de lions et au moment justement où ces 2 animaux ressortent, on pense que ce sont justement le couple qui a été transformé en lion. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que je viens de vous dire et qui peut paraître un petit peu flou? C'est qu'en fait Atalante c'est une des rares héroïnes au sens on va dire héroïque du terme que l'on peut retrouver dans la mythologie grecque. On avait vu préalablement les Amazones qui sont un cas un petit peu particulier puisque c'est un peuple guerrier. Là Atalante c'est quelque chose qui est assez particulier puisque c'est une princesse. On a déjà vu des cas de princesses dans d'autres mythes qui ont été associés justement à leurs enfants principalement. Atalante c'est un cas un peu particulier puisque elle est le symbole un petit peu de ce que pourraient être les femmes au même titre que les hommes d'une certaine manière. Alors la multiplicité des versions par rapport au même mythe, il est vrai que ça rend la chose un petit peu confus, mais on l'avait déjà vu pour d'autres justement divinités ou héros que ce n'est pas quelque chose qui est on va dire anecdotique, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, c'est quelque chose en fait qui est assez connu dans la mythologie grecque. Parfois pour un seul épisode ou pour une seule partie d'un épisode, on va retrouver plusieurs versions ou plusieurs noms en fait différents pour un même personnage ou un même antagoniste et parfois c'est vrai que c'est très confus. Donc pour Atalante ce qu'il faut comprendre c'est que avant tout c'est une héroïne qui est associée aux Argonautes, donc elle fait partie de l'équipage Jason, c'est la seule femme qu'on va retrouver dans le cadre des Argonautes. C'est une princesse qui a été abandonnée à la naissance et nourrie par
une ours. Donc on l'associe à Artémis d'une part avec ça et d'autre part par sa profession de chasseresse qu'elle va apprendre avec des chasseurs qui l'élèvent et qui la trouvent. C'est une femme qui a eu, on va dire, certaines formes de courage de défier justement certains codes de la société, à savoir que puisqu'il faut que je me marie, voyons si je trouve un homme qui est digne de moi, qui peut être à ma hauteur d'une certaine façon, si on devait le traduire verbalement. Donc d'où l'épisode de la course. Donc ce qu'il faut retenir vraiment d'Atalante, c'est quoi? C'est le fait que son père l'a abandonnée, c'est malheureux mais c'est fait partie de la chose, qu'elle a été élevée par une ours donc associée à Artémis, qu'elle a été élevée comme chasseresse, qu'elle a fait partie des Argonautes, qu'elle a eu justement l'épisode justement des fameux centaures qui ont essayé d'abuser d'elle physiquement mais qu'elle a réussi à se débarrasser. Son mariage avec Hippomène qui, alors je l'ai pas précisé mais je le précise là, est un élève de Chiron, donc un jeune homme qui n'est pas un imbécile, qui a été élevé avec, ou du moins éduqué avec le centaure le plus sage qui existe. Je vous renvoie à l'épisode sur Chiron si vous voulez en apprendre davantage. C'était le maître également de Hercule et de bien d'autres choses. Ce n'est pas simplement que dans Percy Jackson et bien d'autres. Donc il y a cet épisode-là et il y a aussi le fait qu'à un moment donné, on va l'associer à la lionne et au lion avec son mari Hippomène. Parce qu'à un moment donné, soit il se retrouve mis en pièces, soit il se retrouve transformé. La plupart du temps, vous allez plutôt retrouver la version où ils sont transformés en lion par une divinité. Alors soit Cybèle, soit Déméter, soit Zeus. Peu importe, c'est une offense faite à un dieu. Donc bien entendu que on s'en sort pas comme ça. L'épisode des 3 pommes durant la course aussi, vous allez le retrouver. Donc il est vrai qu'il n'est pas toujours facile en fait de bien démêler certaines versions des mythes. Qu'est-ce qui relève vraiment du mythe? Qu'est-ce qui peut relever des fois de versions un peu obscures? C'est toujours bon d'avoir toutes les versions ensemble pour pouvoir un peu faire une analyse et voir ce qui peut relever justement un peu de la concomitance ou ce qui peut relever du fantasme, pas du fantasme entre guillemets, mais ce qui peut relever peut-être de versions beaucoup plus tardives. Par exemple, pour le cas du fait que Ovide l'associe au roi Skyrios, ça montre aussi d'une certaine manière qu'il y a une évolution en fait justement dans les mythes grecs. Alors là, c'est chez les Romains, Ovide, mais vous savez très bien que les Romains ont beaucoup emprunté aux Grecs. Par ailleurs, le fait qu'on retrouve également des influences arcadiennes, béotiennes et thébaines dans le mythe d'Atalante n'est peut-être pas non plus fou en soi, puisqu'on avait déjà vu le cas de l'Arcadie justement, quand on avait appelé d'une certaine mesure les Lupercales, quand on avait abordé tout ce qui était Lycaon et tous les autres, quand on en avait parlé, l'Arcadie est une région assez particulière, c'est une région qui se situe un peu entre, d'une certaine manière, si on regarde un petit peu les mythes qui sont associés, c'est un peu en fait la région où on va retrouver beaucoup de familles maudites par les dieux, donc c'est peut-être pas quelque chose d'anodin là-dedans. Donc c'est pour ça que par rapport à Atalante, il faut avoir une vue d'ensemble, je pense, et on va voir un petit peu plus la représentation qu'on en fait justement dans les textes et la symbolique aussi qu'on lui attribue, qui de prime abord pourrait sembler un peu évidente, mais certains chercheurs ont dégagé des hypothèses qui sont tout aussi intéressantes et dont j'ai très envie de vous faire part. Dans l'iconographie, Atalante est représentée avec un visage doux, avec néanmoins des traits assez androgynes, donc ni garçon ni fille d'une certaine manière. Dans ces tenues vestimentaires, on retrouve les différentes fonctions, ou du moins les différents attributs qu'on attribue justement à l'héroïne. En effet, dans sa représentation de chasseresse, elle est représentée avec une simple tunique, retenue avec une fibule, c'est une espèce de broche, accessoirisée d'un arc et d'un carquois, ce qui la rapproche, comme nous l'avons déjà abordé dans la partie précédente, d'Artémis, faisant d'elle d'une certaine façon une seconde Artémis. Toutefois, certains historiens se sont penchés sur une autre représentation d'Atalante, celle de la Atalante athlète, ou du moins de la Atalante qu'on va retrouver dans l'épisode de la course. En effet, dans ces représentations, Atalante est vêtue d'un périzoma. Un périzoma, c'est une espèce de vêtement de lutte, si on peut, sans rentrer trop dans les détails, d'une brassière et d'un bonnet qui retient ses cheveux. La nudité, justement, d'Atalante dans ce cadre-là, ou du moins d'une certaine part de nudité, et les vêtements qu'elle porte montrent l'image en fait de la femme athlète. En effet, nous avons déjà vu au préalablement que il est vrai que la plupart du temps dans la société grecque, les femmes ne pratiquaient pas forcément de sport, d'activité, ou du moins ne sortaient pas d'un certain cadre que la société de l'époque leur imposait. Toutefois, il y a quand même quelques exceptions. On avait déjà parlé des femmes spartiates qui avaient justement droit au même titre que les garçons à un espèce de service militaire, à des activités sportives. Donc il n'est pas rare en fait d'une certaine manière de retrouver la
la figure de la femme athlète dans les représentations, ou du moins même dans la société grecque, mais sachez que ce n'est pas la majorité, bien entendu. Par son caractère de femme athlète, la pratique de la chasse, du sport et de façon générale, d'une certaine manière, de la condition féminine de son époque, Atalante a tendance à être un personnage qui est assez ambigu. Les historiens mettent en avant, du moins, le caractère d'Atalante dans ce cadre-là sur plusieurs choses. Ils le mettent dans la condition de sa jeunesse, puisqu'Atalante, on l'a décrit comme une femme jeune justement à ce moment-là, mais également sur le caractère héroïque d'Atalante. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les historiens se sont intéressés, en fait, dans ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les historiens se sont intéressés par les représentations d'Atalante, notamment sur des vases datant de certaines époques, au caractère de la femme athlète, ou du moins de la place des femmes d'une certaine manière dans la compétition sportive, au travers du mythe principalement d'Atalante au moment de la course, avec Épomène, et même avant avec Méléacre et les autres. Ils se sont intéressés à l'image de la femme athlète, ou du moins la place d'une certaine manière de la femme dans le sport antique à ces époques-là. Mais toutefois, même s'il existait, comme je vous l'ai dit, des espèces d'exceptions à la règle, cela n'est pas la majorité. En effet, je vous l'ai déjà dit, mais la femme antique était considérée comme une éternelle mineure, elle n'avait pas une grande place en majorité, et elle avait certaines fonctions dans la société, mais c'était assez minime. De base, elles étaient cantonnées juste au foyer, aux enfants et aux esclaves, si on veut faire ça de façon schématique et très rapide, elles étaient cantonnées à ça. Toutefois, Atalante, on peut se dire d'une certaine manière qu'elle bouleverse d'une certaine façon les conditions de justement de la femme, les conditions un peu conditions féminines de l'époque, avec quand même quelques subtilités, puisque oui, elle pratique des activités d'hommes, la chasse et le sport de base étaient plus considérés comme des activités d'hommes, le refus du fait de se marier, par conséquent même d'avoir des enfants, même de l'intimité avec un homme, fait que ça renverse un peu la condition féminine de son époque, mais que malgré tout, elle s'y plie malgré tout, parce que ça reste quand même une société où les hommes ont une place forte, sans qu'on rentre bien entendu dans la caricature, et c'est une société qui, certes, est une société patriarcale, mais c'est une société patriarcale qu'on entend bien à l'antique. Ce n'est pas la société comme on l'entend aujourd'hui, quand même bien faire la différence. Et justement, l'image de la femme athlète, où certains historiens ont voulu écrire un peu dessus, et qui est très intéressant, et c'est même peut-être, je trouve, beaucoup moins bien développé que ce que j'ai pu... Enfin, le sujet est moins bien développé, et c'est bien dommage, et moins bien développé que certaines choses, et c'est pas propre qu'à Atalante, c'est propre aussi à la condition plus ou moins féminine de cette époque, puisqu'on sait certaines choses sur les femmes grecques, on va dire, du domaine de la cité, mais en dehors de ça, on n'a pas forcément beaucoup d'informations, des fois, sur la place des femmes dans la religion, dans les rites, on sait qu'il y avait des femmes présentes pour certains cultes, mais après, pour tout ce qui est autour, par exemple, de la pratique sportive ou autre, à part si on cherche énormément, il est vrai que de façon générale, c'est pas la chose qu'on en retient le plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette espèce un peu de pierre jetée un peu par les historiens, c'est que au travers du personnage d'Atalante, il peut susciter plusieurs interrogations. D'une part, est-ce que justement la femme grecque était aussi, on va dire, peu de choses que ce qu'on veut bien nous dire, ou du moins de ce qu'on nous apprend? Est-ce que justement Atalante n'est pas un peu cette espèce de personnage ambigu qui a existé, qui s'illustre dans certaines cités, comme par exemple à Sparte, et qui justement montre que les femmes grecques n'étaient pas seulement là pour s'occuper du foyer, pour s'occuper de l'époux, des enfants, mais aspiraient aussi à d'autres choses, à avoir une place plus importante dans la cité, notamment au travers de la pratique sportive, au travers de la chasse par exemple, avec bien entendu l'exemple d'Atalante. Et c'est justement là où la réflexion peut être un peu plus poussée, et c'était une réflexion qui pourrait être intéressante à soulever, par exemple pour dépoussiérer un peu le sujet, sur justement la place de la femme dans la société grecque, et justement en dehors du foyer, peut-être creuser plus les femmes grecques dans le domaine sportif. De base, on représente beaucoup plus souvent les hommes dans la pratique sportive que les femmes. Atalante est un peu une espèce d'ovni, puisqu'elle a participé aux Jeux en l'honneur des funérailles de Péléas, elle a lancé en fait le concept de la course va m'épouser, que le meilleur gagne. Donc quelque part, même si elle a conscience, même si le personnage a conscience de sa condition de femme, il n'empêche que c'est une femme qui a quand même été élevée un peu comme un garçon, puisqu'elle a été élevée par des chasseurs. Elle a eu une éducation qui fait que elle connaît les rudiments, on va dire, d'une activité masculine, mais en même temps, sa condition de femme la rattrape, puisqu'à un moment donné se pose la question du mariage. Donc un peu, cette espèce un peu d'entre-deux de la société. À la fois une espèce de, on va dire, pas d'émancipation parce que c'est pas le bon mot, mais une espèce de liberté dans ses choix, dans le choix de vivre, mais aussi cette espèce de conformité qu'on veut laisser à la société. Cette espèce un peu d'ambiguïté d'Atalante fait que c'est un personnage assez intéressant, et je trouve beaucoup trop peu développé, justement, des historiens de façon générale.
En conclusion, ce que nous pouvons déduire justement de Atalante, que ce soit dans le mythe ou du moins dans les mythes qui la concernent, mais également dans l'interprétation que l'on peut faire justement de ce personnage, c'est que c'est une figure mythologique très aux antipodes, comme beaucoup d'autres figures que nous avons déjà traitées, de justement l'image de la femme au sein de la société grecque. En effet, nous l'avons déjà vu dans d'autres épisodes, mais la femme dans la société grecque est considérée un peu comme une éternelle mineure, à savoir qu'elle ne peut ni voter, ni participer à la vie de la cité, rien du tout, juste à s'occuper du foyer, des enfants et des esclaves, dans une grande majorité, pour ne pas dire de façon générale. Mais Atalante, en fait, représente d'une certaine manière, et nous l'avons vu, une espèce un peu de figure qui se situe un peu aux antipodes. En effet, elle pratique du sport destiné aux hommes, elle pratique des activités destinées aux hommes, elle refuse dans un premier temps de se marier, elle tient à rester vierge entre guillemets, mais on voit très bien qu'au final, elle réussit quand même à se marier et à avoir des enfants. Ça reste une figure qui est, on va dire, presque, je vais pas dire féministe parce que ce n'est pas le bon mot, mais qui est, oui, aux antipodes justement de cette société, qui pourrait presque remettre en cause justement la place de la femme, ou du moins ce que dans les sociétés grecques attribuées à la femme d'une certaine façon. Attention, il ne faut pas non plus tomber dans un féminisme extrêmement poussé, mais on peut voir que dans cette figure justement d'Atalante, il y a, ou du moins les auteurs ont relevé une volonté justement de mettre en comparaison justement cette figure mythologique qui pratique du sport, la course, justement la chasse destinée aux hommes, qui ne se marie pas, qui reste vierge pendant longtemps, qui n'a pas peur justement, qui ne ressent presque aucune peur, qui participe à l'expédition des Argonautes au même titre que Jason et bien d'autres. Ils ont voulu justement mettre en parallèle cette figure héroïque de la mythologie et justement la place de la femme justement qu'on connaît dans la société grecque et qui justement dénote énormément. On voit une femme courageuse, qui n'a pas peur, qui refuse certaines conventions, même si elle s'y plie malgré tout. On voit en fait dans cette figure d'Atalante une espèce de femme en fait qui défie les conventions sociales, qui défie justement cette espèce d'ordre établi bien entendu sans vouloir tomber encore une fois dans le féminisme extrême par les hommes, par le patriarcat, puisque les sociétés grecques principalement, mais aussi romaines et bien d'autres sont quand même des sociétés patriarcales, même s'il faut faire très attention pour moi avec ce mot-là, même aujourd'hui. C'est une figure qui est malgré tout une figure très intéressante à étudier, où on se penche même beaucoup trop peu. Alors oui, il y a des représentations d'Atalante dans des peintures, mais également dans quelques séries télé. On peut citer par exemple la série Hercule des années 90, qui justement font mention d'une Atalante qui est forgeron, qui ne se marie pas, qui est presque attirée par Hercule parce que c'est une figure héroïque, parce que justement c'est un homme fort, et elle est une femme forte aussi. Donc on a fait de cette Atalante presque une image d'une femme presque, on va dire d'une certaine manière, amazone, sans vraiment en être une, sans le côté combatif. Donc en fait l'image d'Atalante d'une certaine manière, que ce soit dans la culture populaire de nos jours, mais également dans la mythologie grecque, c'est une femme en fait qui bouleverse les conventions, c'est une femme qui se vêtit d'une certaine manière, un peu à l'image des hommes, qui ne se vêtit pas forcément comme les femmes. Donc on voit qu'il y a une espèce de bouleversement un peu de ce qui est l'ordre établi, ou du moins d'une image de ce que pourrait être le bouleversement de l'ordre établi au travers du personnage d'Atalante. Mais on l'avait déjà vu avec d'autres figures justement de la mythologie, ces femmes qui sortent un peu du cadre de ce que la société leur impose et qui se distinguent soit par des exploits héroïques comme Atalante, soit au contraire on les met un peu dans un cadre un peu plus monstrueux, un peu plus grotesque, comme ça a été le cas par exemple pour Méduse. Donc, quelque part Atalante est un peu cette espèce de, je vais pas dire d'ovni, mais cette espèce de héros au féminin justement qui est beaucoup trop peu mis en avant, beaucoup trop mal connu, et qui mériterait peut-être qu'on lui donne quelques lettres de noblesse justement qu'elle mérite bien. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à aller consulter le Spotify de la chaîne, et d'ici là, prenez bien soin de vous.